bienvenue dans cette émission de Correspondance Afrique. Un mouvement anti-africain ou anti-immigrés africains se tiendrait actuellement aux États-Unis contre les entreprises détenues par les immigrés africains. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons en savoir plus avec M. Agnaké qui réside aux États-Unis pour nous éclairer un peu plus sur le sujet. M. Agnaké, bienvenue dans cette émission. Et bonjour, merci. Alors, ce mouvement anti-africain, si on peut l'appeler ainsi, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est exactement? Il paraît que, mais le 1er août, des Nord-Américains auraient décidé de boycotter les boutiques ou bien les business tenus par les Africains. Que c'est d'abord un mouvement qui a commencé en ligne parce qu'une dame n'aurait pas apprécié le traitement qu'elle a reçu quand elle allait se faire tisser les cheveux dans un salon tenu par une femme africaine. Et puis, elle a demandé à ce que les gens boycottent les business africains. Et puis, d'autres personnes ont décidé de soutenir le projet. Et il y en a qui ont estimé que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et tout cela, c'est dans la communauté des Nord-Américains, mais c'est un débat qui a plus lieu en ligne. Et puis, dans le cadre de cette émission, j'ai dû faire quelques recherches. Et puis, je me suis rendu compte que les gens sont assez sérieux. Ils estiment qu'il faut que les Nord-Américains soutiennent les business des Nord-Américains. Et que si c'est les salons, il faudrait soutenir les salons tenus par les femmes noires américaines. Et donc, voilà un peu le décor. Mais un élément qu'il faut savoir, c'est qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Afrique. La mère de Beyoncé était au Ghana. Kendrick Lamar, qui a chanté pendant le Super Bowl passé, a sorti un album depuis 2015 de Black de Berry dans cette chanson et revendique son africanité. Donc il y a plusieurs exemples de ce genre, mais il y a un autre groupe, et c'est ce que je veux dire, il y a un autre groupe qu'on appelle the American Descendants of Slavery, c'est-à-dire des Américains, des descendants de l'esclavage, et des Noirs, et donc qui estiment qu'ils n'ont rien à faire avec les Africains, et qui estiment qu'ils ne veulent même pas qu'on les appelle Africains et Américains, et qui estiment qu'ils sont Noirs, qui sont américains. Il y en a même qui disent qu'ils ne sont même pas nord-américains. Et ces gens-là veulent qu'il y ait une rupture dans les relations entre les Africains et les nord-américains. Et donc, c'est un mouvement qui fait son bonhomme de chemin. Et donc, je crois que ces gens-là ont dû profiter de cette tension entre les femmes-là pour pouvoir essayer de provoquer un mouvement. Mais pour l'instant, ça semble être périphérique, mais au moins c'est un mouvement. Est-ce que ce mouvement aurait une connotation raciste envers les immigrés africains, selon vous? Bon, je ne dirais pas raciste parce qu'on vient de la même race. Je dirais plutôt qu'il y a quand même un certain relent de xénophobie à l'endroit des Africains émanant d'une partie des Nord-Américains. Et je parle de ces chances-là, c'est un mouvement qui existe. Et quand vous allez aller en ligne, vous allez voir leurs perspectives. J'ai eu l'occasion de faire des recherches sur depuis quelques années. Et donc, il m'est arrivé dans mes interviews de parler d'eux et de suivre ce qu'ils font. Et donc, je dirais qu'il y a une certaine forme de xénophobie. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ils ne veulent même pas qu'on leur dise qu'on peut les lier au continent africain. Et pourtant, leurs descendants viennent de l'Afrique. Et les autorités américaines ou les autorités fédérales sont-elles au courant de ce mouvement à l'encontre des Africains, des immigrés africains? Oui, le gouvernement américain est un gouvernement qui est assez sérieux, donc ils sont au courant, mais eux, ce qui les intéresse, c'est des Noirs américains qui sont des militants, qui veulent, par exemple, l'esprit de souveraineté dans les communautés noires, et c'est eux, là, ceux qui font les manifestations contre la brutalité policière. C'est cette catégorie de Noirs américains qui est la cible des autorités fédérales américaines. Mais quand il s'agit d'un tel groupe qui n'est pas une menace pour l'État fédéral américain,
pour la sécurité nationale des États-Unis, je ne crois pas que le gouvernement américain s'implique pour pouvoir arrêter les actes. Est-ce que selon vous, il y aurait des antécédents lointains qui favoriseraient, n'est-ce pas, ce mouvement à l'encontre des entreprises détenues par les immigrés africains? Oui, bon, donc ce qu'il faut savoir, bon, est-ce que je parlais d'antécédents lointains? Ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, c'est une réalité. Les Africains, j'aime pas parler ainsi, mais c'est ça la réalité. Les Africains ont ce que nous on appelle ici poor customer service, service clientèle. Le service clientèle des Africains en général n'est pas bon. Ça, c'est une réalité. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, quand on va dans le business des Africains, voilà, on n'est pas satisfait. Et donc, ici, les États-Unis mettent l'accent sur le service clientèle de façon particulière. Donc, il y a cette frustration des Nord-Américaines par rapport à comment elles sont traitées dans les salons tenus par les Africaines. Ça, c'est une réalité. Bon, le deuxième point dont je parlais tout à l'heure, j'ai parlé des fameux groupes de ADOS qui existent et qui, lui, est en train de faire une certaine campagne pour dissocier les Nord-Américains des Africains. Et donc, l'un dans l'autre, avec donc cette frustration que cette cliente a connue, elle a lancé son mouvement, on a l'aide des réseaux sociaux, les choses vont très vite et c'est comme cela que des gens ont décidé d'en faire un mouvement de boycott. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, dites-nous si vraiment cela pourrait prendre de l'ampleur, vu que le mot d'ordre est lancé et que les gens sont, enfin, la communauté afro-américaine semble suivre le mot d'ordre en question. Est-ce que cela pourrait prendre de l'ampleur? Bon, on ne sait jamais. Bon, je veux dire que ça va être un peu difficile, que ça prenne de l'ampleur. Mais on va voir ce que ça va donner parce que si il leur faut beaucoup de mobilisation, c'est ça la réalité. Il ne suffit pas seulement de faire une mobilisation sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il va faire beaucoup de campagnes et donc c'est ce qui est à craindre parce que afin de mobiliser les gens, ceux qui ont lancé le boycott, comme ils n'ont pas envie d'échouer, vont certainement dire tellement de choses négatives sur les Africains. J'ai vu un peu cela, donc c'est ça qu'il faut craindre, mais ça m'étonnerait que, voilà, que ce mouvement-là fasse péricliter les business tenus par les Africains ou bien particulièrement les salons qui sont tenus par les femmes. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une piètre qualité du service client des entreprises détenues par les immigrés africains. Qu'est-ce qui occasionnerait, selon vous, ce manque ou cette carence des entreprises détenues par les immigrés? Bon, c'est pas comme je l'ai dit, il y en a, moi, ce que j'ai pu voir. Bon, je ne peux pas, j'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus, mais c'est déplorable, ça je peux le dire, c'est déplorable. Quand on va par exemple dans les restaurants tenus par les Africains, quand on regarde le service clientèle, voilà, une femme qui sert, qui est capable de crier ou de vous crier là-dessus, et les gens estiment que c'est une façon de vivre, une façon de faire les choses. Et dans les salons tenus par des immigrés africaines, je ne sais pas ce qu'elle raconte, si elle parle donc elle parle des Nord-Américaines et puis elles estiment que les Nord-Américaines ne peuvent ne pas comprendre. Donc il y a toutes ces choses-là que les gens font. Et donc, sans donner des exemples particuliers, j'étais allé un jour dans un restaurant ivoirien et puis donc j'étais avec une amie américaine et donc l'ivoirienne était en train de... Elle est la propriétaire du restaurant et elle parlait des Nord-Américaines vraiment de la façon la plus abjecte. Alors, elle est tellement énervée qu'elle a dit qu'elle allait faire en sorte que ce restaurant qui se faisait dans la maison de la femme, le restaurant soit fermé. C'est pour vous donner juste un exemple. Et donc, ce genre de choses, donc ça, on voit cela. Mais ce n'est pas tous les Africains. Il y a des gens ici qui vivent aux États-Unis et qui ont un sens élevé du service clientèle, des gens qui sont très professionnels,
Mais c'est un problème. Tout à l'heure, dans le cadre de l'émission, Messi, quand j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y a une Africaine qui a fait une vidéo pour demander pardon, à mettre dans le Maryland d'ici, pour demander pardon aux Nord-Américaines ou aux Nord-Américains, en disant qu'elle reconnaît qu'effectivement le service clientèle que les Africaines font. Oui, monsieur Lagoké, je ne vous interromps pas, mais permettez que je vous dise ceci. Les entrepreneurs africains vivant aux États-Unis se plaignent également d'injustice à leur égard et des Noirs, des Afro-Américains, si je peux m'exprimer ainsi, qui parfois viennent demander des prestations de services et n'aiment pas payer. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Bon, je ne sais pas, moi, comme je dis là, c'est des situations qui peuvent arriver. Mais les Noirs américains que moi je connais là, qui vont dans les salons des femmes, c'est des gens qui... Quand quelqu'un va dans un salon de coiffure, c'est parce que la personne est capable de payer au moins 150 $ ou bien 200 $. Et je ne veux pas dire qu'on ne va pas venir me dire que les Noirs américains vont dans les salons et puis pour demander à ce qu'on s'occupe de leurs cheveux et qu'elles ne payent pas. Ça, je pense que c'est un peu gros. Parce que cela dit qu'il y a une fausse tension, enfin je dis pas une fausse tension, cela dit qu'il y a une tension inutile que des gens veulent entretenir. Moi je suis africain, je suis de la Côte d'Ivoire, je vis aux États-Unis et j'enseigne à Lincoln University qui est une université de Nord-américains et j'ai été à l'école à Howard University de Noirs et puis donc je vis avec le Nord-américain et je suis africain. Donc de part et d'autre j'entends les conversations que les gens disent. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo, un Africain du Nigeria certainement qui voulait répondre à l'appel du boycott, a fait une vidéo, mais j'ai pas pu terminer la vidéo parce que ce qu'il disait c'était trop dangereux, en disant que quand les Africains viennent ici, d'après ce que les Nord-américains disent, que we look down upon them, c'est-à-dire qu'on les regarde de haut. Et puis le gars dit, mais pourquoi on va look down upon you? Vous êtes déjà down, vous êtes déjà à terre, pourquoi on va vous mépriser encore? Alors, et puis il fait une vidéo, et puis donc il estime que c'est quelque chose qu'il faut dire. Or, il faut que les gens le comprennent, pour que nous soyons ici aux États-Unis, et pour qu'on soit ici et qu'on puisse, et que les Blancs ne nous laissent vivre ici là. Il a fallu des générations de Nord-américains qui ont versé leur sang. Il y a eu les générations de Dubois. Il y a eu les générations de Dr. King, les générations de Malcolm X, les générations de Stokely Michael, les générations de tous ces gens-là. C'est leur combat là, qui ont amené cette société américaine là dans laquelle nous vivons. Et c'est ce qui a permis que des Africains viennent ici pour faire les affaires. Au moins, on leur doit au moins ce minimum de respect. Il peut arriver qu'il y a certainement des Noirs américains qui sont dans la drogue, qui sont dans la violence, mais même là encore, beaucoup d'entre eux sont des victimes, si les gens comprennent comment la société américaine fonctionne. Alors, donc, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et de la même façon que quand je parle aux Nord-américains, je leur dis, vous ne pouvez pas non plus penser que tous les Africains qui viennent ici vous méprisent. Et ce n'est pas non plus juste. Alors, donc, voilà un peu, moi, je voudrais que les gens comprennent qu'il est nécessaire de faire un dialogue. Tout à l'heure, je vous ai parlé de King, j'ai parlé de Malcolm X, j'ai parlé de Dubois. Et Kwame Nkrumah, qui est le plus grand panafricaniste sur le continent africain, a vécu aux États-Unis. Beaucoup de choses qu'il a fait Afrique, il a appris ça aux États-Unis. Et donc, il y a tellement d'exemples qu'il faut donner par rapport à cela. Alors, comme avant-dernière question, pourquoi l'administration américaine, pourquoi elle ne se prononce pas encore sur ce phénomène et est-ce qu'on attend qu'il y ait d'abord le feu avant de jouer aux pompiers? Oui, bon, l'Amérique a d'autres choses à fouetter, et surtout l'Amérique dirigée par Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait d'une bagarre entre les Africains et les Nord-américains? Donc là, il ne s'intéresse même pas à ça. Et il a d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Et puis, bon, jusque-là, c'est un message sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas encore de violence. Donc, depuis... Il faut donner la les gens veulent faire les boycotts, qu'ils fassent le boycott. S'ils veulent soutenir les business des Nord-américains, qu'ils les soutiennent. S'ils veulent que
les Africains apprennent une leçon que leur service clientèle doit être amélioré, c'est une bonne chose. Maintenant, si cela devient donc un mouvement de xénophobie à l'endroit des Africains et qu'il faut les poursuivre, il faut les attaquer, il faut en blesser certains ou en tuer certains, donc c'est ce que le gouvernement américain Monsieur Lagoke Nyaka, dites-moi pour finir, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur l'immigration des Africains vers les États-Unis, ce mouvement qui s'annonce, et si oui, quelle est la solution pour y remédier? Bon, pour moi, il faut qu'il y ait une conversation entre les Africains et puis les Nord-Américains. Des gens comme moi, c'est ce que nous faisons par notre façon de nous impliquer dans la communauté nord-américaine, en revendiquant le panafricanisme, et puis en faisant en sorte qu'il y ait un dialogue des communautés, des différentes communautés de Noirs. Donc, il y en a beaucoup, des gens que je connais, des Nord-Américains, qui sont totalement différents des ADOS, et puis donc qui croient que le panafricanisme est le seul chemin, le chemin de survie des Africains en Afrique, des Nord-Américains aux États-Unis, et puis de la communauté globale africaine en général, et dans le monde qui est dominé par l'idéologie du racisme, de l'impérialisme, du néocolonialisme et du colonialisme qui est tenu par la suprématie blanche, c'est la réalité. Et il faut que les gens comprennent que ce soit en Afrique du Sud où il y a eu une opération Doudou là-bas aussi, des Sud-Africains qui ont subi l'apartheid et la suprématie blanche pendant plus de 300 ans. C'est-à-dire que quand ils se révoltent là, ils vont contre les Nigérians et puis ils ne peuvent même pas se permettre d'attaquer les business des Blancs. Alors que ce sont les Blancs qui tiennent l'essentiel de l'économie sud-africaine. Si les Noirs en Afrique du Sud sont privés des choses de base, ce n'est pas la faute des Nigérians, ce n'est pas la faute des Ghanéens qui y vont. Ici, quand les Africains font leur business, ce n'est pas la faute, la faute des Africains que les Nord-Américains ne puissent pas faire leur business. C'est le système de suprématie blanche qui est mis sur pied et qui veut toujours maintenir sa domination sur le monde des affaires dans toutes les communautés du monde, par le vrai challenge. Et donc, seule une conversation entre les différents groupes d'Africains et des Noirs américains peut permettre que les gens comprennent qui est le danger, et quel est le problème et comment régler cela. Oui, bien sûr que si cela peut affecter d'une certaine façon la question de l'immigration, mais je peux vous dire, sur la base de mon expérience aux États-Unis, qu'il y en a beaucoup de Nord-Américains qui aident beaucoup d'Africains et donc vice-versa. Donc voilà ce qu'il faut dire par rapport à cela. Monsieur Lagoke Nyaka, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci. Alors ainsi s'achève cette émission. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy. Nous allons revenir avec la deuxième partie de cette émission où on aura deux opérateurs économiques d'immigrés africains vivant aux États-Unis pour nous expliquer un peu les raisons pour lesquelles le service client des entreprises détenues par les immigrés africains, le service client n'est pas du tout de bonne qualité. Bien sûr, nous allons en revenir. Merci à vous, chers téléspectateurs, dans la suite des programmes sur New World Economy.